aujourd'hui, maintenant, c'est moi, avec notre organisation, on essaye maintenant de remettre la connexion entre l'État congolais aujourd'hui avec l'État vénézuélien pour leur dire que le Venezuela souhaite restituer le patrimoine culturel congolais que Léopold II a donné au Venezuela et de trouver quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on puisse les mettre en relation avec l'État vénézuélien. Et aussi, je finis en disant, avant de fermer le parenthèse, tu sais que c'est encore nous, on est parti en Belgique, on a déposé plainte contre le roi belge, les autorités belges, pour exiger, après notre action au Muséum de Belgique, pour dénoncer le pillage du patrimoine culturel du Congo, et on a déposé plainte contre les autorités et le roi belge. Ceux qui se moquaient de nous quand on faisait l'action pour demander la restitution, ce n'étaient pas les Belges ni les Occidentaux, c'était nos propres semblables africains dans les commentaires qui se moquaient de nous. Et pourtant, la plainte qu'on a déposée, ça a permis de faire avancer et qu'il y a eu, soi-disant, une restitution du reste de Patrice Lumumba. Mais ce que nous, on n'a pas apprécié, c'est que au lieu de faire les choses correctement, comme tu le dis, le président actuel, Félix Tshisekedi, a laissé les autorités belges, encore une fois, humilier la mémoire de nos martyrs, de nos ancêtres. Le roi belge est parti au Congo, il a été reçu avec les honneurs, la tête baissée du président, de sa femme, tapis rouge. Il est revenu, ils l'ont même décoré en le faisant limite roi, hein, encore une fois au Congo. Et quand j'ai vu ça, moi j'écris directement au fils de Patrice Lumumba, qui est un aîné avec qui je suis en relation. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est une insulte pour la mémoire de Lumumba. Vous ne pouvez pas laisser ce qui s'est déroulé. Eh ben, ils nous ont dit, vous savez, malheureusement, ce sont les autorités qui ont tout manigancé. Tu sais, cher aîné, des fois, je suis là, au fond de moi, je suis meurtri parce que je dis, mais on se bat, on n'a pas le soutien de nos États. Et quand il y a des victoires, au lieu qu'on puisse faire les choses correctement, encore une fois, on nous piétine, on nous piétine, on nous piétine. C'est comme quand j'ai défendu, comment il s'appelle, le camarade, c'était un médecin congolais qui a fui le Congo, qui est arrivé en France, qui avait fait des recherches autour de l'artémisia. Quand il est arrivé, il nous a contactés avec notre organisation. On a apporté un soutien, protection. J'allais voir ce monsieur, que ce soit même au niveau alimentaire, parce que nous sommes des Africains, c'est tout à fait normal pour nous. On était sûr qu'avec lui, on voulait faire un dossier pour attaquer l'OMS et des recherches qui se font, des tests avec des vaccins sur les Africains. On a tout préparé. Tu sais qu'au dernier moment, encore une fois, il nous a tourné le dos, il nous a trahis parce que le président congolais avec la France l'ont appelé, ont proposé de l'argent. Il est parti au Congo. La pétition qu'on a mis en ligne, il a tout fermé, il a tout effacé, il a disparu. Je n'ai jamais plus eu de nouvelles de ce monsieur, alors qu'on était à deux doigts d'attaquer des faits. C'est-à-dire qu'il y avait des tests sur des enfants, 720 000 enfants avec des vaccins antipaludiques GSK. D'ailleurs, il y a eu même des tests en laboratoire de moustiques OGM au Burkina. Il avait les preuves, il avait tout ce qu'il faut. On était à deux doigts d'attaquer. Il a disparu, il nous a lâchés. Aujourd'hui, ce même monsieur défend l'OMS et fait partie des conférences, des congrès que l'OMS met en place. Il est au Congo, il vend des produits aux Congolais. Je regarde tout de loin, mais je n'ai jamais pris la parole. En fait, c'est pour dire qu'à chaque fois, quand on essaye de faire avancer les choses, tu dis que, ah, tiens, tel frère, telle sœur. À chaque fois, en fait, c'est comme si les Africains ne veulent pas réellement libérer leur peuple et on est toujours dans le matérialisme, en fait. Il suffit que l'homme rose, comme je les appelle, parce qu'ils ne sont pas blancs. Je suis désolé, le blanc, c'est le papier A4. Ils ne sont pas blancs. Il faut qu'on sorte de cela aussi pour l'accepter. Bah, dès qu'ils viennent avec un peu d'argent, les nôtres directement, bah, il y a la trahison et ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pathétique. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens comme toi,
ou nos aînés comme les Kizerbo, Cheikh Anta Diop, qui ne sont plus avec nous, nos devanciers, ce n'est pas pour rien qu'on cherche à effacer la trace de ces personnes, de l'intellectualisme, l'histoire, les travaux de nos devanciers. Et aujourd'hui, on met en avant, quand tu regardes bien sur les médias, ce que j'appelle les intellectueurs. Ce ne sont pas des intellectuels, mais ce sont des intellectueurs. Ce sont des gens qui tuent l'Afrique socialement, culturellement, politiquement, idéologiquement parlant. Et c'est eux qui ont le vent en poupe et tu vois qu'on les finance pour tuer la lutte que nous faisons. C'est malheureux quand même. Oui, ce que tu dis, je ne dis pas faux parce que c'est compliqué. Quand tu défends l'Afrique, il faut t'attendre à voir du tout de la part des Africains. Ce sont les Africains eux-mêmes qui vont te combattre. Et quand, par exemple, tu prends tout le monde, les gens sont organisés, eux, ceux qui ont l'argent, ils créent des fondations, ils aident leurs frères à faire des recherches. Combien d'Africains connaissez-vous qui sont dans les recherches et qui ont eu le soutien financier, même secrètement de la part de leurs frères? Les Européens, ils ont des fondations, ils donnent des bourses. Les Juifs, on ne parle pas. Un Juif qui a les moyens aujourd'hui, il va toujours soutenir un Juif qui est en train de faire quelque chose. Mais en Afrique, quand tu te bats pour l'Afrique, il faut t'attendre à avoir pour opposants, pour détracteurs, tes propres frères africains. C'est ça le drame. Et tu parles de tous ces intellectuels. Non, intellectuels. Quand tu prends Cheikh Anta Diop, c'est dans les années 93 qu'on a mis en place l'association Génération Cheikh Anta Diop. C'est Kizerbo même qui a lancé l'association avant d'aller aux funérailles de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et c'est dans le cadre de cette association qu'on a mené le combat panafricain pour promouvoir les idées de Cheikh Anta Diop. Jusqu'à là où on parle, au Sénégal, il n'y a pas eu un mouvement pareil. Je me rappelle, on avait fait des émissions sur Cheikh Anta Diop un 7 février avec le grand animateur burkinabé Big Ben qui animait une émission à la télé, qui a osé, et je profite de rendre un vibrant hommage à Big Ben, parce qu'en son temps, il nous recevait avec mon maître Osiris Issou Sawadogo et bien d'autres de la génération Souleymane Piga. On a fini une émission et après, des Sénégalais même ont appelé et ils ont dit qu'ils sont étonnés de voir qu'au Burkina, dans la télévision d'État, on parle autant de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle et je sais comment, au Burkina, même Kizerbo, je sais quel combat on a mené pour Kizerbo. Mais en son temps, même dans nos universités, des professeurs d'université vous disent que vous avez votre affaire de Cheikh Anta Diop, de Kizerbo et autres. Alors qu'il va préparer ses dossiers pour aller s'arrêter au CAMES, c'est pour chercher les titres de professorat. En oubliant que c'est Kizerbo qui a créé même le CAMES. Vous voyez? Donc c'est dangereux. Maintenant, il faut que politiquement, il faut que les hommes politiques africains, les opérateurs économiques africains aient des lignes budgétaires sur la culture pour pouvoir aider les Africains à faire les recherches. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. L'histoire africaine est toujours méconnue. Il y a des choses, l'archéologie là, on n'a même pas commencé à faire des fouilles archéologiques. Non, il y a des choses qu'on va découvrir et qui vont étonner les gens. Oui. Mais ces combats-là, tous les intellectuels africains qui ont mené ce combat sont toujours marginalisés. Parce que les pouvoirs qui arrivent. Mais c'est fouille, cher aîné. Moi, je suis pour ces fouilles. Mais je suis contre, encore une fois, de laisser des Occidentaux venir encore souiller nos terres. Parce que eux, ce ne sont pas des fouilles archéologiques qu'ils font. Ce sont des voleurs. C'est pour falsifier. Oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, parce que c'est pourquoi Cheikh Anta Diop, quand il a fini de soutenir sa deuxième thèse, il a dit la semaine prochaine lui rendre à Dakar parce qu'il faut former. Et en même temps, quand il rentrait, il avait le projet de créer un laboratoire de datation carbone 14 à Dakar. Et il était, en tout cas, ami. Il a travaillé dans le laboratoire de Julio et Marie Curie. C'est là-bas qu'il s'est formé en physique, chimie. Et ils l'ont soutenu, ses amis l'ont soutenu. Il est venu, il a construit le laboratoire de datation en carbone 14 qui était déjà fonctionnel en 1962. C'est là-bas que Théodore Monod a daté l'homme d'Asselar. Maintenant,
Cheikh Anta Diop avait dit que il nous faut un laboratoire d'archéologie pour pouvoir dater nos fouilles archéologiques parce que les Européens réduisent les dates pour raccourcir l'histoire africaine. Regardez l'idée qu'il avait en son temps dans les années 1960. Le Sénégal n'a pas fait mieux. Le Sénégal, au Burkina aujourd'hui, à l'ère où on te parle, le Burkina n'a pas un laboratoire de datation de carbone 14. Ça veut dire que quand les Occidentaux disent, par exemple, moins 2000 ans, il faut rajouter le double. Voilà. C'est moins 4000 ans. Voilà. Donc, pour te dire que les gens ont la volonté, mais du côté politique, généralement, c'est des ignares qui sont devant, qui prennent des décisions. Il suffit qu'on vienne avec une enveloppe, ils tombent là-dessus. Donc, Cheikh Anta Diop était prévoyant. Il a dit qu'il faut créer le laboratoire. Il a mis le laboratoire en place. Senghor l'a persécuté. C'est là-bas même qu'il a travaillé une bonne partie de sa vie. Il a continué les recherches. Mais dans nos pays, là, combien ont des laboratoires de datation? Quand nous, on voulait aller à l'UNESCO pour inscrire les ruines de l'Europénie, les fouilles archéologiques qu'on a faites aux ruines de l'Europénie, pour qu'on puisse, le Burkina puisse aller dater ça, il a fallu que le professeur le professeur Jean-Baptiste Kierga use de ses relations pour aller faire ça dans un autre pays. Parce que, user de ses relations parce que ça urgeait. Alors que dans les laboratoires, c'est programmé. C'est comme quand tu pars au moulin. Vous faites un vent, vous rentrez tour à tour. Donc, de ces relations, on a pris le tour de quelqu'un rapidement pour pouvoir faire ces travaux-là, pour qu'on soit à jour à l'UNESCO. Mais après ce projet, jusqu'à présent, le Burkina n'a pas un laboratoire de datation. Ces projets de laboratoire de datation, par exemple, étant donné que moi, je travaille beaucoup avec le Venezuela sur le plan culturel. Comme je t'ai dit, c'est un pays qui défend beaucoup sa culture parce qu'au Venezuela, Chavez a réussi à faire un travail où 60% de la population se reconnaît comme afro-descendant. C'est-à-dire quand tu es au Venezuela, pour eux, l'Afrique est la terre-mère pour eux. Donc, il y a 60% c'est afro-descendants et il y a les 8% que tu vois qui sont les cimarrones, c'est-à-dire les Noirs qui ont été déportés, etc., qui occupent au Miranda, les villes côtières, etc., et qui continuent jusqu'à présent de maîtriser l'agriculture, tout ce qui est lié à la nature. Donc, eux, ils sont restés vraiment dans les villes côtières, etc. Et quand je parlais avec le ministre, c'est de ça d'ailleurs que c'est comme si là, tu me tires la langue de la bouche. En fait, je parlais de ça avec le ministre en disant que récemment, je disais que ça serait bien que je puisse, avec le Mali ou le Burkina, étant donné qu'on travaille un peu avec les autorités, leur dire de se rapprocher des pays comme le Venezuela qui ont de l'expérience dans ces choses-là, qui peuvent aujourd'hui aider nos pays à se doter de laboratoires de datation, que ce soit même des laboratoires scientifiques, etc., parce que c'est des pays qui sont très bien avancés sur le plan scientifique, médecine, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nos dirigeants, même avec la volonté qu'ils ont, il y a toujours ce côté qui manque, au fait. Ce ne sont pas des visionnaires, ce ne sont pas des gens qui veulent laisser une trace, que ce soit idéologiquement, parce que je dis qu'il ne suffit pas, malheureusement, tu sais, il ne faut pas seulement militariser un pays, acheter des armes pour rentrer dans l'histoire dans un pays. On peut faire ça en même temps et faire aussi sur le plan culturel, scientifique. Aujourd'hui, quand tu prends nos pays, ce que les populations consomment, il n'y a même pas de laboratoire qui vérifie si ce que les populations consomment, c'est bien pour leur corps, pour leur santé ou pas. Aujourd'hui, ce n'est pas les scientifiques qui manquent. Tu prends au Burkina, je connais des chercheurs en médecine, des scientifiques, etc. Mais tu les vois travailler en Occident, soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, parce que là-bas, ils ont les matériels, les laboratoires qu'ils ont besoin pour faire leurs recherches. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui nos pays de se doter, sur le plan d'être souverains, sur le plan sanitaire, scientifique, etc. On revient toujours à la même chose. Les accords coloniaux, c'est les accords coloniaux qui lient nos pays avec la France, qui empêchent malheureusement nos pays de se doter de laboratoires comme ça, parce que tu es d'accord avec moi? Mais ici, il faut mettre du bémol parce que ce n'est pas tout à fait les accords coloniaux. Ça dépend même des Africains, des acteurs africains eux-mêmes. Moi, je suis sur le terrain, quand je prends l'expérience burkinabé,
Oui. Tu trouves même des professeurs d'université qui sont contre même leurs propres étudiants. Tu trouves même des intellectuels qui sont contre certaines choses. Tu trouves même des ministres qui ne savent même pas traiter tel ou tel dossier. Par exemple, ce que tu es en train de dire, on a parlé tout de suite du cas malien. Des Maliens vont s'asseoir et puis croire que nous, on critique leur islam, ou bien on les critique. Mais le fait est là. Vous vous appuyez sur quoi? Sur votre histoire malienne pré-islamique, ou bien vous voulez prendre les valeurs de l'islam pour vous construire? Voilà la question. Et c'est là maintenant. Est-ce que les deux ne sont pas possibles, à ton avis? Les deux ne sont pas possibles. Parce que quand on parle de religion abrahamique, on rentre automatiquement en conflit. Parce qu'on veut détruire l'autre pour étendre la religion. C'est ça l'histoire. Il faut connaître l'histoire des religions. Oui, mais alors... Maintenant, il y a un problème parce que tout simplement, l'autre a un discours qui lui donne la possibilité de dire qu'il est la meilleure. Et que tant que vous n'allez pas venir vers lui, vous n'êtes pas des meilleurs. Et son objectif, c'est de vous convaincre pour aller de là-bas. Maintenant, la meilleure formule, c'est quoi? C'est de construire un pays sur la base de ses valeurs historiques. L'islam peut exister et l'État aussi protège la culture. Mais la seule révolution qu'il faille faire en Afrique, c'est de prendre une loi qui met fin au prosélytisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens vont s'asseoir faire des débats pour dire que lui là, il est féticheur, lui là, il faut que vous venez, mon Dieu, notre Dieu est le meilleur. Il faut que l'Africain, les États africains aient le courage de prendre des lois à l'encontre de cette vision des choses. Parce que c'est ça qui nous a détruit. C'est ça qui gangrène l'Afrique. Hein. Tu vois dans nos pays, ça qui est en train de nous tuer. Les pasteurs, surtout les pasteurs qui agressent des gens dans les rues parce qu'ils estiment que la personne pratique une spiritualité. Tu prends le Congo. Ils veulent tu prends le Congo. Viens en Jésus. Moi, je trouve que c'est de l'agression. Parce que normalement, ta religion, tu gardes. On doit vivre sans forcément que moi, je puisse venir dire ah, moi, mon Dieu est le meilleur. Tu dois prendre. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas un encadrement de ça. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Et les gens vont prendre le Congo. Il y a combien de bibliothèques au Congo? Mais il y a combien d'églises? Mais est-ce que le Congo s'en sort? Bon, maintenant, la question des laboratoires dont tu as parlé. Quand au Burkina, on a l'IPN, Thomas Sankara avait lancé l'Institut des peuples noirs. C'était ce cadre scientifique qui allait réfléchir sur l'Afrique. Qu'est-ce que les gouvernements burkinabés en ont fait? Zéro. Jusqu'à présent, l'IPN n'est pas mise en place. Le Burkina, c'est là-bas que se trouve le siège du CAMES. Mais moi, je ne connais pas combien d'universitaires burkinabés je connais qui nous soutenaient dans notre combat pour le panafricanisme, même pour faire pour promouvoir les idéaux de Kizerbo. Il y en a peu. Il y en a peu. Celui-là qui était avec nous à tout moment, c'est Bakari Koné, non? Il est à l'INES, un historien là. Voilà. C'est lui qui était là chaque fois pour des questions de Kizerbo. Mais est-ce que ça voit compte? Mais il a fait de son mieux. Il y a des professeurs qui le font. Mais c'est comme si les gens ont peur d'affirmer de montrer leur paradigme. Oui, donc aujourd'hui, faut pas trop accuser les accords. Parce que moi, personnellement, j'ai vécu le problème sur le terrain. Il faut des gens de bonne volonté qui vont maintenant travailler et on forme les jeunes au fur et à mesure. Il y aura un moment donné où si ces jeunes-là sont formés, on aura des jeunes docteurs qui vont rentrer à l'université. C'est eux qui vont commencer maintenant à changer les choses. Parce que le problème est que dans nos pays, les gens ne savent pas c'est quoi la culture. Quand on dit culture, c'est la musique. On finance les trucs, les festivals, mais avoir des bourses pour soutenir des vraies recherches sur notre histoire, il n'y en a pas. Par exemple, chez nous au Burkina, on a inscrit les ruines de l'Européenie au patrimoine mondial en 2009. Et tout dernièrement, on a inscrit les hauts fourneaux. Voilà, qui montre que nos ancêtres pratiquaient, maîtrisaient la technique du fer. Donc, le Burkina a 2 sites inscrits au patrimoine mondial. Mais quand tu prends les ruines de l'Europénite, les travaux n'ont pas été publiés. Les travaux n'ont même pas été publiés dans une maison d'édition où tu peux payer les livres. Donc, vraiment, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Bon, maintenant, je ne sais pas. On va conclure parce que j'ai un autre programme. Je pense que nous allons mettre en place exactement d'autres programmes comme ça. Je vois que les gens ont beaucoup apprécié et je te l'avais dit, hein, je sais qu'il
ils vont apprécier parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la lutte politique, la lutte économique, mais la culture, c'est la base. Et je le dis, c'est la clé pour déverrouiller la soumission que nous avons en ce moment dans nos pays. Et c'est très important. Donc, maintenant, pour revenir sur la polémique récente concernant, tu l'avais mentionné, je te laisse nous en dire un peu plus là-dessus parce qu'on a vu, ils disent que ce qui est grave, ce n'est pas un film, mais un documentaire. Et donc, étant donné que c'est un documentaire, donc là, on présente clairement les faits avec des historiens. Donc, dire que cette personne, cette femme était noire, c'est dangereux. Mais en même temps, quand tu les entends parler sur les plateaux, ils ne disent pas que, comment dire, de quelle couleur. Parce qu'ils disent, oui, mais on n'est pas d'accord, mais nous, on ne peut pas préciser, comment dire, la couleur de Cléopâtre parce que, en même temps, soi-disant, son père venait de Macédonie et sa mère serait égyptienne. Maintenant, avant que tu ne puisses répondre, je vais mettre rapidement, attendez, on va montrer ce débat pour que les gens comprennent et ensuite, tu vas pouvoir répondre, si c'est possible, nous dire ce que tu en penses de cette polémique, encore une fois, qui agite au fait les mêmes experts. Un coup, c'est des experts Covid, un coup, les experts de la réforme des retraites, après, ils deviennent des experts en égyptologie. Alors, attends, je retrouve la vidéo pour ensuite montrer, si je peux, attends, j'avais la vidéo, c'est news, on va montrer ces fameux, voilà, il est là, attendez, j'allume pour que les gens écoutent rapidement et ensuite je vais, c'est bon, je vais te laisser. Là, on a affaire à une série documentaire, c'est-à-dire c'est pas une fiction. C'est un contenu qui ambitionne de présenter des faits authentiques. Et c'est le problème, parce que sur Cléopâtre, les fact-checkers commencent à se mettre dessus pour vérifier. Alors ils nous disent, on connaît son père, il est macédonien, mais on ne connaît pas sa mère, donc sa mère peut être égyptienne, donc peut-être qu'elle est noire. Et vous savez d'où ça vient, l'idée des Égyptiens sont noirs, c'est à partir des années 50, en fait, un certain Cheikh Anta Diop, qu'on présente à tort comme un scientifique, un historien, qui est en fait juste un idéologue, commence à pondre une série d'articles pour expliquer que les Égyptiens étaient éthiquement noirs. Et un exemple, ils voyaient dans les cheveux crépus des Égyptiens la preuve de leur africanité, comme ils disent. Sauf que manque de chance, on sait très bien que en fait, elles portaient des perruques. Donc c'était pas leur cheveux qui était africanité, comme ils disent. Le problème, c'est que toutes ces thèses fumeuses, elles remontent à la surface, elles remontent régulièrement, et là, avec les réseaux sociaux, ça explose de partout. Alors qu'on sait, Mathieu l'a dit, tout est prouvé, toutes les études linguistiques, les études sur les momies, sur les squelettes, et même sur le génétique, le contraire. Mais si on s'intéresse un peu plus à ce fameux Diop, on découvre que dans sa thèse, ça va plus loin en fait. C'est pas que juste les Égyptiens sont noirs, c'est que ces Égyptiens imaginaires à lui sont à l'origine des mathématiques, sont à l'origine des arts, de l'agriculture, en gros de toute nos civilisations. Donc si vous poussez le truc un peu loin, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait que l'Occident, le grec, tout ça, a piqué, s'est approprié la culture la culture et la civilisation qui en fait est née en Afrique. Et c'est là où ça rejoint la culture woke. Alors si on sort du domaine de l'authenticité et qu'on va dans la fiction pure, le cinéma, on sait que par nature, c'est la transfiguration d'une réalité ou d'un livre. La question de couleur de peau participe-t-elle donc de cette transfiguration? Le problème, c'est qu'à partir du moment où on a fait la promotion, ce qui est le cas chez les woke, on n'a plus affaire à de l'art. On a affaire à un discours marketing qui en plus est fondé sur le truc le plus basique, c'est-à-dire la reconnaissance d'une couleur. C'est le truc le plus bas niveau du monde. Donc ça veut dire qu'on ne choisit pas un acteur ou une actrice en fonction de sa capacité à interpréter, sa capacité à être crédible ou à être légitime, mais parce qu'elle est noire qu'elle est blanche. Mathieu parlait d'Anne Boleyn, c'est aussi con que de demander à Depardieu de dire tu vas jouer de Martin Luther King ou de mettre des blancs dans les chauds de coton dans n'importe le vent. C'est un truc qui ne marche pas en fait. Il n'y a pas très longtemps, on a vu Cyrano incarné. On va arrêter là, l'essentiel. Bon, je pense que ce qu'il dit, c'est pourquoi j'ai dit au début que les intellectuels français ou si vous voulez l'élite française ou une certaine partie, les gens sont malhonnêtes. Ce qu'il dit là, il dit le fameux Diop. C'est ce que Sarkozy a fait.
Il a l'université Cheikh Anta Diop, quand il faisait son discours, il n'a même pas osé prononcer l'université Cheikh Anta Diop, il dit l'université de Dakar. Donc voici la malhonnêteté qui va tuer même les Occidentaux eux-mêmes parce qu'ils refusent de voir. Quand il dit par exemple, c'est ça je dis, et le problème aussi des cinéastes africains, quand ils ont des débats comme ça, ils ne jouent pas les anthropologues, les linguistes. Non. Par exemple, j'ai vu beaucoup de films que les Noirs américains font, et ils font des choses qui sont critiquables, qui n'existent même pas dans la culture africaine. On ne doit même pas coller à la culture africaine. Mais ils le font parce que les gens prennent les images comme ça, ils vont voir certains chercheurs, mais ils ne repartent pas en Afrique, rencontrer certains chercheurs, aller même dans des musées africains pour prendre même des sujets originaux. Par exemple, quand le gars il explique que son père est macédonien, on ne sait pas si sa mère est égyptienne, que peut-être donc elle est noire. Mais il est nul son argumentaire. Et il ne tient pas compte des choses, comme on appelle, de l'anthropologie. Si, par exemple, il refuse de dire que sa mère est noire, si sa mère est noire, nous savons que dans le cas égyptien, du côté maternel, tu peux avoir le pouvoir. Oui. Donc, c'est ce côté maternel qui a permis à Cléopâtre d'hériter du pouvoir. Sûrement. Parce qu'en son temps, au moment où Cléopâtre voulait être reine, l'Europe ne pouvait même pas rêver avoir des reines. Il n'y avait pas de reines. C'est-à-dire des femmes qui gouvernent la société. Oui. Et si dans la société égyptienne, on avait Cléopâtre, on a accepté Cléopâtre, c'est que la société égyptienne donnait des droits à Cléopâtre. Parce que les femmes, voici une autre égyptologue américaine qui a écrit sur les femmes qui ont dirigé le monde. Et ces femmes qui ont dirigé le monde là, il y a des Africains, les reines là. Même quand vous prenez Christiane de Ross-Noblecourt, la femme au temps des pharaons, elle a fait l'archéologie de toutes les femmes qui ont régné sur l'Égypte en tant que reine régnante. Ce n'est pas que c'est partiel, c'est-à-dire c'est quelque chose de fondamental. Et celle-là aussi, Cara Corneille, voilà. Donc, eux, ils viennent s'asseoir, ils donnent des arguments. Et maintenant, mieux, mon frère Egunshi, mieux, écoute-moi bien, les Africains seront choqués. C'est cette même relation matriarcale qui a permis à Marie de la Bible, Marie, mère de Joseph, qui a amené Joseph en Égypte quand Hérode voulait les tuer. Et le pape l'a dit au Cameroun quand il est venu, que chez vous en Afrique ici, quand du côté paternel, quand tu as des problèmes, tu vas où? Chez tes oncles. Les oncles, c'est quoi? Les frères de ta maman. Qu'est-ce qui a amené Marie, qui était de l'autre côté, qui va venir en Égypte vivre sans une relation parentale? Et maintenant, quand on refuse de dire ça comme ça, qu'est-ce qui a amené Mohamed à dire à ses disciples d'aller à Aksum, la première égide musulmane? Mohamed les a dit à l'égide à Aksum, chez mes oncles maternels. C'est là-bas qu'on ne tue pas l'homme, c'est là-bas qu'on ne malmène pas l'homme. Et c'est pourquoi la première égide musulmane, c'est à Aksum en terre africaine. Voici les relations matriarcales qui donnent droit à une femme, à un enfant en Afrique d'occuper une place. Chez tes oncles maternels en Afrique, toi là où tu parles, tu sais que si tu arrives chez tes oncles, il n'y a pas quelque chose qui t'est tabou. Et c'est cette relation. Quand on était petit, le papa pouvait être méchant, mais on allait toujours chez l'oncle parce qu'on sait que pour moi là-bas, c'était, tu vois, ça nous défendait parce que c'est ça. Il est assis sur le plateau, il donne des arguments, les Européens ils suivent, mais ils ne connaissent pas la culture africaine. Ils ne connaissent même pas leur propre histoire. Si son papa est macédonien, sa maman est africaine, il y a le droit matriarcal. Et que l'Égypte, en son temps, la femme avait son rôle. C'est pourquoi, c'est ça qui a permis à beaucoup de femmes égyptiennes de régner parce qu'ils n'ont pas de problème avec la femme. En France, là, combien de femmes ont pu avoir une place dans la société? Mais jusqu'à dans les années 40, il y a toujours inégalité de salaire. Il y a toujours inégalité de salaire. Quand est-ce que les femmes ont occupé une place dans la société française? Le droit de vote des femmes, c'est quand? Et en Afrique, depuis l'Égypte ancienne, les femmes participaient à la gestion de la société. Il y a eu des grandes reines comme la reine Hatshepsut qui a fait l'expédition de Punt. On a eu des grandes reines. Donc aujourd'hui, ce qu'ils avancent sur Cléopâtre, moi je suis convaincu que ces chercheurs américains, ils ont des preuves sur le fait que Cléopâtre est métisse ou si vous voulez nègre. Et ils veulent maintenant montrer comment cette femme a joué un rôle.
dans la, comment on appelle, dans la culture égyptienne, dans la civilisation égyptienne. Mais maintenant, ça les fait mal parce que c'est un noir, comme je l'ai dit, c'est un enjeu racial. Jada Smith ou je ne sais pas quoi qui fait le documentaire. Mais surtout, quand tu les entends parler, il dit que si, moi, j'aimerais vraiment que tu parles sur le côté où il essaye de décrédibiliser en quelque sorte les travaux de Cheikh Anta Diop en disant que toutes les recherches, non, mais en disant que, regarde, toutes les recherches, mais il ne cite aucun auteur, aucun livre scientifique pour appuyer ses propos en tant que journaliste. Et il dit que si on écoute Cheikh Anta Diop, la médecine, l'écriture, tout provient de l'Égypte. Et pourtant, c'est le cas. Mais c'est ça, je dis qu'il ment. C'est ça, je dis qu'il ment. Sa propre sœur, Christiane Desros d'Oblecourt, a écrit le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. C'est que eux, les Occidentaux, ils ont appris de l'Égypte. Voici ça. Ces journalistes-là, tu vas à la chaîne, là, tu leur montres cet ouvrage-là. Quand il dit que Cheikh Anta Diop a dit ça, mais Christiane Desros d'Oblecourt, sa grand-mère, qui est française, Christiane Desros d'Oblecourt, a écrit, voici l'ouvrage. Il n'a qu'à les lire. Ils ont les livres. C'est parce que tout simplement, ils tiennent des discours pour que des Africains écoutent ça, pour pouvoir flageller leurs propres frères. Qu'il a menti, voilà qu'un blanc. Comme Cheikh Anta Diop nous l'a dit, on pense que la vérité doit sonner blanche. Mais ce qu'il a dit, ce qu'ils sont en train de dire, c'est une honte même qu'il crée pour la France. Il y a tellement de chercheurs en France qui connaissent la vérité. Même si on les invite là-bas, ils ne vont pas aller parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils sont en train de dire là. C'est pour habiller certaines choses. Donc c'est ça qui fait que eux-mêmes là, ils vont évoluer dans le mensonge. C'est la femme de Will Smith, ils vont faire le film. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sorte l'Égypte de son caractère africain. Tu parlais des unions qu'ils veulent créer. Sous Sarkozy, il a voulu créer l'union pour la Méditerranée. Voilà. Oui. On veut déconnecter l'Afrique de cette... Et c'est ce que je te dis. Nous sommes assis, on mène des combats qui ne sont pas les nôtres et ça nous détruit. Regarde le Soudan, actuellement qui est de l'actualité. On les a flattés, on les a divisés. Quand on les a divisés au sud, Salva Kiir et l'autre là, ils se sont tués. Oui. Après, maintenant que ça s'est calmé, Riek Machar, Salva Kiir et Riek Machar, aujourd'hui, au même Nord-Soudan, les deux généraux qui ont renversé l'autre sont en train de se tuer. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre tête? Ce sont ces idéologies-là. On dit non, l'autre est chrétien, l'autre est musulman, l'autre est animiste, qu'on ne peut pas cohabiter ensemble. Bon, donc les prophètes, là, tout ce qu'on a écrit dans ces livres saints-là, c'est venu faire la guerre, la bagarre, puisqu'ils n'ont jamais pratiqué la paix. Dans l'histoire du christianisme et de l'islam, il n'y a jamais eu la paix qu'on peut prendre comme ça historiquement montré, où ils ont fait la paix, la société vive en paix et dans l'harmonie. Ça s'est passé en Afrique parce que les Africains étaient harmonieux. Ils essayent même déjà, des fois même entre eux, de faire croire que eux, ils sont mieux que l'autre, alors que quand tu regardes bien, dans l'histoire de la barbarie, le christianisme est la religion la plus barbare sur terre. Quand tu regardes bien, tous les hommes qui ont génocidé, massacré dans ce monde, ils étaient de quelle religion? Les faits sont là. Bon, donc, je termine en disant que c'est eux qui ont posé le problème du point de vue racial. Maintenant, les Africains répliquent, ça les énerve. C'est la Bible et le Coran qui ont institutionnalisé le racisme. Aucun livre avant la Bible et le Coran, la Bible même d'abord, parce que la Bible, le Coran est une continuation de la Bible. C'est les mêmes cosmogonies, les mêmes ancêtres. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la même cosmogonie. On ne peut pas parler du Coran sans parler de la Bible. C'est la même ancestralité, ce sont les mêmes personnages. Donc, c'est à partir de la Bible qu'on va institutionnaliser le racisme, puisque les Grecs et les Romains n'ont jamais été racistes. Et c'est à partir de là-bas que ça va influencer la pensée scientifique occidentale, pensée scientifique et politique. Donc, c'est pourquoi ça les fait mal. Quand on veut maintenant... Oui. Pourquoi ces personnes, tu viens de le dire, c'est eux qui ont racialisé le débat, et quand nous, on réplique idéologiquement avec, par exemple, moi, j'ai été combattu et je suis combattu d'une façon par ces personnes, même en privé, socialement, il y a des choses que je ne dis pas, parce que pour eux, je suis un idéologue suprémaciste. Le fait que...
et ils me traitent de racialiste. En gros, c'est moi aujourd'hui, je suis raciste et que ce sont eux qui sont les victimes de mon racisme. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qu'on n'a pas accusé Cheikh Anta Diop d'être? On l'a dit que non, il ne fait pas de la science, il fait de l'idéologie, il raconte des trucs, alors que son jury a été présidé en son temps par la crème de l'anthropologie française. Et il a été dirigé par le grand Marcel Griol. Tout intellectuel, sociologue, anthropologue, chercheur français sait que Marcel Griol, c'est le père fondateur de l'anthropologie de terrain français. Vous voyez? Et Marcel Griol, tu as parlé du musée de Quai Branly. C'est lui qui a dirigé la mission Dakar-Djibouti qui était chargée de récolter les objets et d'étudier les sociétés africaines. C'est ces objets récoltés-là qu'on a amenés d'abord au musée Trocadéro, au musée de l'Homme. Après, c'est devenu musée Trocadéro. De musée Trocadéro, on a rassemblé tout ça sous Jacques Chirac pour créer le grand musée maintenant de Quai Branly. Voici les origines. Et en pays d'Ogon, il y a un là qui a écrit un ouvrage qui explique même comment eux-mêmes, ils ont volé même certains objets. Michel Léris. Oui, le titre de l'ouvrage, c'est l'Afrique fantôme. Si vous lisez cet ouvrage-là, vous allez voir quel pillage ils ont fait de ces objets-là en pays d'Ogon et même dans leur circuit. C'est ça qui a fait le musée de Quai Branly. Ils connaissent tout ça. Et même quand Marcel Griol a publié son ouvrage Dieu d'eau sur les Dogons, entretien avec Ogotemeli. Quand il a publié ça, les Occidentaux ont dit non, c'est trop fort pour venir des Noirs. Parce qu'il explique beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas que les gens ne savent pas. Ils vont poser le problème de façon raciale. Quand tu les réponds, ça les choque. Aujourd'hui, dire à un Africain ou à un Européen que c'est la Bible qui a racialisé la chose, il va dire que non, que tu blasphèmes. Pourtant, l'UNESCO a fait ses études. Les études de l'UNESCO sont là. Quand est-ce que les gens ont commencé à être racistes? C'est la pensée raciste qui est dite dans la Bible qui va influencer la pensée politique, scientifique du monde occidental. Et maintenant, avec le Coran, ça va influencer aussi le monde arabe. Sinon, les Arabes eux-mêmes, là, il y a des pays arabes, tu parles, les gens sont noirs. Tu pars en Inde, il y a des noirs. C'est ce que je voulais te dire au début en te disant que quand tu retires le canal au niveau de l'Égypte et l'Arabie Saoudite, tu vois que c'est un même continent. Donc, quand tu prends l'Arabie Saoudite, tu regardes bien les vrais Saoudiens, pas la famille Saoud fabriquée par les Britanniques là qui sont là, mais les vrais Saouds en Arabie Saoudite, c'est la peau noire. Ils vivent dans le désert et la guerre qui se déroule, la coalition menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, c'est pour faire une épuration ethnique du peu de Yéménites noirs qui restent au Yémen. Aujourd'hui, vous allez au Yémen, même en Irak, j'ai vu des documentaires, des livres, j'ai lu des livres. Il y a une communauté noire, des Noirs irakiens, yéménites, c'est-à-dire ceux qui habitaient dans cette région avant l'arrivée de ces familles que l'Empire britannique a créées, parce que la famille Saoud, on sait tous comment l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats ont été créés, on sait sur quelle base aujourd'hui. Donc quand tu prends tout ça, est-ce que peut-être aujourd'hui, il n'est pas temps aussi que la lutte panafricaine doit aussi jouer un rôle là-dessus. Et je pense qu'on est trop focalisé sur la lutte politique, on est trop focalisé sur la lutte géopolitique, alors que on abandonne le côté culturel. Et moi, je connais même des panafricanistes limite qui ont honte de parler de la culture, de défendre. Ce n'est pas seulement les présidents ou autres, il y a même des leaders panafricanistes comme nous qui ont honte aujourd'hui de défendre ce côté. Et quand ils en parlent, on voit qu'ils essayent de faire du syncrétisme de notre culture un peu comme si c'est une honte aujourd'hui d'assumer dans cette lutte-là la culture négro-africaine. Et on essaye de faire toute une mystification de la chose. Je pense qu'on va conclure parce que je dois me brancher encore à un autre peu. Mais je voulais te dire quelque chose qui va choquer les Africains, mais qui est rigolo quand même. Quand tu parles les Africains qui font... Nous sommes tous Africains. Quand tu prends les Sénégalais et les Maliens, est-ce qu'il y a plus waké que les Sénégalais, les Maliens et les Guinéens? Quel Sénégalais n'a pas quelque chose autour de ses reins ou bien les bagues? Quand tu prends les Maliens, les Sénégalais, les Guinéens, regarde les doigts, c'est plein de bagues. Ces bagues-là, ça vient d'où? Ça vient de la Kaaba ou bien ça vient de l'Arabie Saoudite? Ça vient des marabouts, des féticheurs africains qui sont dans les campagnes.
Chacun va là-bas, il se protège et on flatte les jeunes là que non, il faut aller, les gens prient. Mais les vraies initiations où ils font pour se protéger là, c'est dans l'Afrique profonde. Combien de fois les Européens même viennent en Afrique faire de WAC? On n'a pas accusé l'équipe de France de venir au Cameroun faire le WAC pour gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est vrai. On accuse même voilà les Togolais et les Béninois aussi de ça. Voilà. Donc voilà les choses qu'il faut comprendre pour pouvoir savoir que non, en réalité, on se flatte. Et même, on a parlé de cette violence, les gens prennent comme si on critique les gens. En Guinée, tout dernièrement, il y avait quelque chose de honteux. Tellement c'est barbare, c'est honteux pour les Guinéens eux-mêmes. Un imam qui prie en malinké, on lance fatwa contre lui qui doit prier en arabe. Oui. Donc, vous voyez les problèmes de ce qu'on appelle aujourd'hui religion. Alors qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Il a fait même quelque chose de bien même pour l'islam. Si les gens ne comprennent pas l'arabe et qu'ils peuvent prier le même Dieu là, le même islam là, s'ils peuvent pratiquer ça dans les langues, où est le problème? Mais vous mentez, vous dites que Dieu comprend arabe, ou bien avec l'arabe, on doit prier avec les choses, seulement l'arabe. C'est un mensonge. Comment voulez-vous vous partez convaincre des peuples? Si le gars, il ne comprend pas votre langue, il va prier comment? Donc, c'est bien qu'il prie dans sa langue. Et en temps normal, c'est ça qui devait être même la bonne collaboration. Il ne comprend pas ta langue. Il faut se réapproprier et on le voit au Sénégal. Le Sénégal, ils ont leur propre lieu sacré au Sénégal, pèlerinage, où ils le font chaque année. Des millions de Sénégalais qui vont là-bas. Et quand tu prends la religion, comment l'islam est pratiqué au Sénégal, ça n'a rien à voir en Arabie Saoudite ou en Afghanistan ou au Pakistan. C'est ça aujourd'hui qu'on doit comprendre que... bon, je pense qu'on a quand même fait le tour. Je vais essayer de reprogrammer une autre émission, un autre débat, parce que je vois, et la prochaine fois, je vais prendre les questions et commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui demandent ton Facebook. Son Facebook est sur la vidéo, hein. C'est affiché sur la vidéo, vous tapez, vous verrez, et les livres, les auteurs, tout ça cité, nous allons ensuite, après, le publier en commentaire, les livres qui sont cités, pour ceux qui souhaitent les avoir. Si vous habitez en France, vous allez à la librairie Tamery, vous commandez ça là-bas, ou si vous pouvez l'avoir ailleurs, vous pouvez le faire. En tout cas, c'est très important aujourd'hui, ce débat, l'émission qui vient de se faire. Je tenais vraiment, et je tiens vraiment à te remercier, cher aîné, pour ta disposition, le temps que tu as pris pour répondre à mon invitation et partager ce moment avec moi, mais aussi avec le peuple, nos abonnés, les Français, les Africains et d'autres personnes. Hein. Peut-être il y avait même des Chinois, des Japonais qui nous ont écoutés. Et ça a été dans la paix. On répète encore une fois, si peut-être lors de ce débat, il y a eu des propos qui vous ont peut-être blessé, sachez-le que ce n'était pas volontaire. C'est juste un débat. Là, juste pour apporter des faits. On n'était pas là pour offenser qui que ce soit. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit. La preuve qu'on termine en disant qu'on peut vivre tous ensemble avec nos différences, ce que nous avons, que ce soit nos différences ethniques, religieuses. Mais il y a une façon de faire les choses et que tout est possible. Ensemble, tout est possible. Et c'est pour cela qu'on essaye de trouver une solution pour avancer ensemble. Donc, si peut-être on vous a blessé lors de ce débat, veuillez nous excuser parce qu'aujourd'hui, on sait que les nerfs sont tendus pour ne pas que les gens déforment nos propos. Voilà, personne n'a été humilié, ce n'était pas l'objectif, c'était juste d'apporter des faits historiques, scientifiques et non juste des blablabla pour flatter des analphabètes qui regardent ces médias, etc. Donc, encore une fois, merci à ceux qui ont regardé du début à la fin et merci à toi, cher aîné, pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui, et je voulais ajouter pour dire ma page Facebook, c'est ce qu'ils voient, et puis ma page officielle, c'est Da African History. Okay. Voilà, donc ils peuvent tu m'envoies tous les liens avec les livres, tout ça, et je partage tout sur la vidéo pour ceux qui souhaitent rentrer en contact avec toi, s'ils ont des questions ou autres, si tu peux leur apporter beaucoup de choses. En tout cas, moi, avec toi, en privé, je prends énormément. Quand j'ai besoin, je sais que je te pose les questions. Tu es toujours disponible, même si on n'a pas toujours le temps. Tu as été l'un des premiers à me dire attention, au Burkina Faso,
hein, beaucoup se disent panafricanistes, mais ce ne sont pas des panafricanistes, etc. Tu m'as conseillé et j'ai vu de mes propres yeux, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. La prochaine fois, d'ailleurs, on parlera des autorités en ce moment, de Ibrahim Traoré, et tu pourras expliquer aux gens pourquoi la présence, hein, de Ibrahim Traoré à la tête de Burkina dérange surtout la France, l'élite française et quelques personnes au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Au revoir. Merci. Ciao. Au revoir.